Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes et vous publiez avec votre confrère Marc Schwartz La nouvelle guerre des monnaies, paru aux éditions Odile Jacob. Avant d'explorer cette bataille de devises qui se joue actuellement dans le monde, un mot sur la prise de parole de François Bayrou dont parlait Guillaume Tabar à l'instant. On a le diagnostic, on se dirige vers un remède de cheval, c'est inévitable. Ça va pas être facile. Alors moi j'aime bien la pédagogie, je suis prof, donc je vais pas être contre, loin de là, mais les 40 milliards d'économies, j'attends de voir comment on les trouve. D'autant plus que la croissance reste quand même très incertaine. Alors le gouvernement a revu à la baisse sa prévision de croissance pour cette année. On était à plus 0,7%. On venait de plus 0,9%, mais je veux dire, compte tenu de l'incertitude créée par le président américain, les réponses aux réponses, les réactions aux réactions, principal aléa à la croissance, parce que ça conditionne les rentrées fiscales, TVA, impôt sur les sociétés, etc. Et puis sur les dépenses, puisqu'il s'agit de ça, on est quand même dans un contexte où les charges d'intérêt vont continuer à augmenter, avec l'augmentation de la dette. On fait une rallonge sur les dépenses militaires par rapport à la loi de programmation. Il faut financer quand même un peu les dépenses de transition énergétique, écologique. On n'en parle plus d'ailleurs. On a l'impression qu'un sujet recouvre l'autre aujourd'hui. Et donc, il y a quand même cette addition à financer du côté énergétique, écologique, financer l'éducation, la santé. Donc, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience et d'intérêt comment ça va se répartir les 40 milliards entre les trois étages de la fusée, État, collectivité locale et sécurité sociale. Ça veut quand même dire, à mon avis, le message que j'ai compris hier, c'est que et je pense que le Premier ministre a raison, on revient pas sur le principe des 64 ans sur la réforme des retraites. Il l'a pas dit comme ça, mais je veux dire, quand il dit produire plus sur le cycle de vie, augmenter le taux d'emploi des jeunes et des seniors, c'est génial, mais comment on fait ? Comment on fait, c'est ça, j'allais vous poser la question. Il y a pas de... Là, on est tous d'accord sur le fait que la France est pas très bonne et même mauvaise sur le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors, mais comment on s'y prend ? Améliorer la productivité, comment on fait ? Ça passe par l'innovation, la recherche-développement. Bon, moi j'attends du concret maintenant. Et on n'y est pas en termes d'innovation pour l'instant. Non, j'ai pas vu tellement de rupture pour l'instant. Les innovations de rupture, elles sont plutôt faites aux États-Unis pour l'instant que chez nous. Et la transition est toute trouvée, Christian de Boissieu, puisqu'on va parler des États-Unis à présent. Et le Premier ministre en parlait hier, de ce tremblement de terre, des droits de douane américains, les ordres et les contre-ordres, les annonces arbitraires, puis des sursis. À quoi joue exactement Donald Trump, le président américain aujourd'hui ? Je sais pas, il est dans le rapport de force permanent. Il joue à ça. Je pense que derrière tout ça, il y a quand même de l'idéologie, c'est-à-dire que quand je regarde les travaux des économistes qui l'inspirent, je pense à Stéphane Miran, qui est son principal conseiller économique, il y a quand même tout un plan derrière. On a l'impression que tout ça est erratique, mais il y a un plan, parce que Stéphane Miran, lui, depuis l'année dernière, il dit au fond, tout ça, c'est de la faute du reste du monde, de nous, quoi. Surtout pas des États-Unis, disent-ils. Les Américains sont jamais responsables de leur déficit commercial, à les entendre. Bon, c'est nous, et on a une soif de dollars, ça fait monter le dollar, disent-ils. Et donc la surévaluation de la monnaie américaine serait responsable du déficit commercial. C'est la séquence que je conteste, mais qui est derrière ce programme. Donc, derrière les allers-retours, les mouvements erratiques, on a quand même l'impression, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de Trump, qu'il y a quand même un plan. Et pourquoi il a laissé 90 jours de sursis à cette dizaine d'États, excepté la Chine ? Parce qu'il s'est rendu rendu compte. Il a eu peur. La semaine dernière, il y a eu un événement quand même très important pour lui et pour les Américains. C'est que le reste du monde commençait à vendre les titres en dollars qu'ils avaient achetés. C'est-à-dire les Japonais, les Chinois, les Européens, le Golfe, vendaient des bons du Trésor américain, vendaient des obligations du Trésor américain. Ça fait monter les taux d'intérêt aux États-Unis. Premier inconvénient du côté
côté américain. Et puis ça fait un peu baisser le dollar aussi. Alors ça, c'est pas un inconvénient pour les Américains, puisque Trump, il veut faire baisser le dollar. C'est ce qu'il cherche, oui. Mais tout ça est assez peu cohérent, parce que je veux dire, si véritablement ils réussissent à faire baisser le dollar, d'abord c'est pas bon pour nous, ça veut dire faire monter l'euro, c'est pas bon pour notre compétitivité dans la zone euro. Et deuxièmement, il peut y avoir un moment où le reste du monde, qui finance quand même le déficit commercial américain par des entrées de capitaux, le reste du monde peut perdre confiance dans la devise américaine. On n'en est pas là. Mais je veux dire, à force de jouer cette dynamique, là, je trouve qu'il joue un peu avec le feu. Avec des signaux qui peuvent être inquiétants. Derrière tout cela, il y a aussi cette bataille entre le dollar en face et le yuan aussi de l'autre côté. C'est l'un des objets de ce bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Si vous voulez, ce qu'on appelle la dédollarisation. Oui, voilà. C'est-à-dire la réduction du rôle du dollar dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, vous regardez les chiffres, la dédollarisation, c'est plus une velléité politique de la part des pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, qu'une véritable réalité économique. C'est-à-dire le dollar reste la monnaie de réserve dominante et de loin. Numéro 2, c'est l'euro. Et puis ensuite, il y a le yuan chinois, mais veut dire qu'il y a des parts de marché relativement modiques parce qu'il n'est pas pleinement convertible. Donc les Chinois freinent quand même d'une certaine façon l'internationalisation de leur devise. Bon, mais dans 10 ans, je serai peut-être pas là, sans doute pas là pour le voir, mais dans 10 ans, je suis persuadé que le monde sera organisé autour de 3 devises, le dollar, l'euro qui restera, malgré les difficultés qu'on peut traverser en Europe, et le yuan chinois. Aujourd'hui, la finance mondiale s'organise autour de 2 devises, ce que j'appelle un duopole, dollar-euro, avec un dollar qui reste dominant. Donc la dédollarisation, c'est plus une perspective que la réalité d'aujourd'hui, mais Trump aurait tort de pas prendre ça au sérieux. Et il faut pas jouer avec les taux de change, parce que ça peut avoir des conséquences aussi sur le rôle du dollar. Ça abîme une image. C'est une guerre d'influence. La monnaie, c'est la confiance. Et la confiance, ça peut se perdre assez vite. Plus vite que ça ne se gagne. Xi Jinping, par exemple, en ce moment, le président chinois est en tournée en Asie du Sud-Est, accueilli parfois en fanfare. On l'a vu en Malaisie, au Vietnam, le président chinois. Mais il fait du soft power aussi. C'est un peu l'objet de ces déplacements. Vous avez dans ce qu'on appelle le Sud global, concept un peu ambigu, mais on voit bien ce que ça recouvre. Vous avez les BRICS, dont la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, et puis ça s'est élargi à d'autres pays. Et je pense que le Sud est en train de s'organiser, et c'est comme ça que j'interprète cette visite du président chinois dans des pays du voisinage pour lui. Solidarité aussi vis-à-vis des initiatives unilatérales américaines. Dans ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis, clairement, les Chinois cherchent des alliés près de chez eux. Et vous avez vu qu'il y avait un projet, c'est un projet de zone de libre-échange entre la Corée du Sud, le Japon, la Chine. Aussi, oui. Voilà, bon, tout ça, c'est des projets, c'est pas la réalité encore, mais il y a clairement une volonté de s'organiser face aux initiatives de Monsieur Trump. Alors je le disais, c'est pas seulement cette guerre en ce moment, c'était pas seulement une guerre de marchandises, une affaire de containers, c'est une affaire de devises. C'est l'objet de votre livre, la guerre des monnaies, paru aux éditions Odile Jacob. Vous expliquez qu'il y a en vérité 3 types de guerres. Oui, il y a 3 guerres des monnaies. Et à mon avis, elles ont lieu en ce moment toutes les 3. Il y a la guerre d'échange, c'est-à-dire chaque pays essaye de faire baisser sa devise pour améliorer sa compétitivité. Les Chinois le font depuis des années, les Américains reprochent aux Chinois de le faire, mais M. Trump veut faire baisser le dollar. Donc, il est clairement dans cette logique de guerre d'échange. Il y a la guerre entre les monnaies de réserve, avec, au fond, la volonté de prendre le relais du dollar, mais ça prendra des années ou des décennies. C'est la guerre des monnaies de réserve. Je parlais du yuan, qui a un avenir, à mon avis, devant lui. Le dollar reste dominant et l'euro fait à peu près 20% de part de marché au plan mondial. Le dollar, pas loin de 60%. Vous voyez, je parle de part de marché, je ne parle pas de taux de change. Et puis, la troisième, c'est la guerre entre des monnaies privées, les cryptos. Le principal crypto, c'est le Bitcoin, et puis les monnaies publiques. C'est-à-dire que les banques centrales ont réagi face à l'essor des cryptos en développant, elles sont en train de préparer leur monnaie numérique. La Banque centrale européenne prépare l'arrivée de l'euro numérique. La Fed est censée préparer l'arrivée du dollar numérique, même si M. Trump a pris plutôt position contre cette initiative, etc. Donc vous avez des guerres entre monnaies
privée, monnaie publique, avec des enjeux de quoi? Des enjeux de pouvoir, des enjeux de souveraineté monétaire, des enjeux de contrôle. C'est ça qui se joue. Christian de Boissieu, vous développez aussi longuement l'histoire de l'or. Je voudrais qu'on termine par ça. Il nous reste quelques minutes. L'once bat des records. Cette nuit, j'ai regardé 3275 $ l'once. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui pousse à se replier sur une valeur qui n'apporte finalement aucun rendement? L'or, effectivement, a été démonétisé du système monétaire international par Monsieur Nixon le 15 août 1971. Mais il reste important, c'est-à-dire les banques centrales achètent de l'or parce que ça reste une valeur refuge, y compris pour les banques centrales. Bon, et puis il n'y a pas que les banques centrales, il y a les investisseurs privés, l'or sert de valeur refuge, et en période d'inflation, l'inflation a baissé, mais elle peut repartir avec l'initiative américaine, l'or est une bonne protection contre l'inflation. Donc voilà les raisons pour lesquelles, sur ce marché relativement étroit, le gonflement de la demande provoque une augmentation du prix. Et les particuliers aussi? Les privés, vers l'or. Il y a l'usage privé de l'or, la dentisterie, la joaillerie, etc., mais vous avez les particuliers, le Bitcoin est un peu retombé par rapport à ses sommets du mois de décembre, mais clairement, l'or aujourd'hui est une des valeurs refuges. Merci beaucoup Christian de Boissieu d'être venu ce matin sur Radio Classique, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Vous publiez donc La nouvelle guerre des monnaies, coécrit avec votre confrère Marc Schwartz. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Excellente journée à vous. Merci. Et à très bientôt, 8h26 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre, avec nous ce matin, la journaliste et éditorialiste Routel Krief et l'académicien Marc Lambron. Ce sera juste après la revue de presse d'Augustin.